Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi, au 12e jour de guerre au Moyen-Orient. De nouvelles frappes israéliennes sur Beyrouth et sa banlieue. À l'instant, cette frappe dont vous découvrez les images en direct. La nuit et cette matinée donc très rude pour les habitants de la capitale libanaise et pour ceux des quartiers sud, fief du Hezbollah. De nouvelles injonctions israéliennes à évacuer. Hier, Donald Trump disait que la guerre était bientôt finie. Ce n'est pas la réalité du terrain. Téhéran revendique des frappes les plus importantes depuis le début de la guerre, je cite, sur les pays du Golfe, mais aussi en Irak. Israël, de son côté, a visé des cibles du régime iranien à Téhéran. Et la marine britannique envoie à son tour un navire de guerre en Méditerranée orientale. C'est trop peu et trop tard, dit l'allié américain. Et c'est à la République islamique d'Iran dans la guerre que nous allons nous intéresser aujourd'hui avec mes invités. Après 12 jours de cette opération Fureur épique lancée par les États-Unis et Israël, force est de constater que jusqu'ici, en apparence du moins, le régime tient. Il a remis sa population sous cloche, il a nommé un nouveau guide suprême et mène une guerre à basse intensité dans toute la région. D'où cette question. Malgré les promesses d'un nouveau jour pour les Iraniens brandies à plusieurs reprises par Donald Trump, le régime des mollahs est-il indéboulonnable ? C'est la question que je vais poser aujourd'hui à Julie Dongelhoff, Georges Malbruno et Peyman Azmoudeh. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Bonjour Peyman Azmoudeh. Et bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Vous êtes consultant en géopolitique chez Forward Global, spécialiste de l'Iran. Julie Dongelhoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, grand reporter à France 24, co-réalisatrice du documentaire France 24, Iran, la révolte massacrée, qui est sorti il y a quelques semaines et qui raconte la répression sanglante de la révolte populaire du mois de janvier en Iran. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, grand reporter au Figaro, auteur de MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, spécialiste bien sûr, bien connu de cette région. Intéressons-nous pour commencer cette discussion, parce qu'on l'a peu fait depuis 12 jours en réalité, Julie, aux Iraniens. Et je voudrais qu'on voit ces images pour commencer. Elles ne sont pas si vieilles, ces images, elles ont 12 jours. Elles ont été tournées samedi en Iran au moment de l'annonce de la mort d'Ali Khamenei. Ce soir-là, des millions d'Iraniens, Julie, dans tout le pays, célébraient l'espoir d'un jour nouveau. 12 jours plus tard, que reste-t-il de cet espoir ? Le 8 mars, c'est un autre Khamenei qui a pris la relève, Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême. Et on a contacté différentes personnes en Iran pour essayer de prendre le pouls justement de cette population. C'est très compliqué évidemment d'accéder à des informations en Iran parce qu'Internet est à 1% de ses possibilités. Donc on a pu contacter quelques personnes qui sont assez désemparés, assez déboussolés quant à l'issue de cette guerre, quant à la nomination de Mojtaba Khamenei. Je vous propose d'écouter quelques-uns des témoignages et on en discute après. Je ne veux pas que cette guerre s'arrête, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'ils nous abandonnent. Si elle s'arrête maintenant, alors que le régime est très frustré car ils ont été profondément humiliés, cela aggraverait notre situation. Notre attente initiale était tout autre. Que ce régime change, que les intérêts de la majorité du peuple soient assurés, plutôt que simplement affaiblir l'Iran militairement. C'est un peu différent des attentes de Trump. À minima, un grand désarroi de la part des Iraniens que vous avez pu contacter ? Désarroi, colère, grande inquiétude aussi, et ce qui a beaucoup fait parler également les personnes avec lesquelles on est rentré en contact, qui sont en Iran aujourd'hui. Qui sont en Iran, qui sont à Téhéran. La femme, donc qu'on a évidemment anonymisée pour sa sécurité, a fui Téhéran suite à la frappe sur les infrastructures pétrolières du week-end parce que l'air était irrespirable. Et cette frappe sur ces infrastructures pétrolières a vraiment questionné les personnes avec lesquelles on était en contact, parce qu'ils se sont dit, il y a tellement de lieux de pouvoir, il y a tellement de lieux de répression
répression, tellement de checkpoints, tellement de militaires, pourquoi est-ce qu'ils frappent les infrastructures alors que nous avons besoin de ces infrastructures, qu'il y a des files d'attente, ce dont témoignaient également les personnes avec lesquelles nous avons pu parler à présent, des files d'attente devant les stations essence de 2 heures, 2 heures et demie, que les gens ont besoin de pouvoir se déplacer du fait notamment de ces bombardements. Donc une inquiétude sur quel est le but de cette guerre, jusqu'où va-t-elle aller, quel est le but des Israéliens, mais quel est le but aussi des Américains. Et donc voilà, tout ça dans ce contexte où je vous le disais, Mojtaba Ramenei a été nommé, donc une grande continuité. Georges Malbruno, quand on dit aujourd'hui que l'administration Trump revoit ses objectifs à la baisse face aux craintes d'une guerre qui coûte trop cher dans tous les sens du terme, il faut revenir à la question fondamentale qu'évoquait Julie à l'instant. A-t-il vraiment été question pour l'administration Trump de mener des frappes pour forcer un changement de régime, pour libérer les Iraniens du joug des mollahs ? On peut se poser la question parce que les buts de guerre n'ont jamais été clairement établis dès le début de l'offensive. Vous vous souvenez des tergiversations de Donald Trump, sortez, on va vous aider, la guerre est finie maintenant. Donc on a le sentiment, ce qui paraît à peu près avéré aujourd'hui, c'est que vous avez vu que Donald Trump n'a pas adoubé non plus Reza Pahlavi, qui apparaît comme un leader par défaut de l'opposition ou de l'opposition de l'Iran de l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez vu les déclarations de Donald Trump sur la guerre sera bientôt finie. Essaie de trouver une porte de sortie. L'Iran est considérablement affaibli. Elle va le rester pendant un certain temps, pendant longtemps. Le problème, c'est que l'Iran, lui, ne veut pas négocier autre chose qu'un cessez-le-feu définitif et non pas temporaire qui ne ferait que repousser l'échéance. Ils se sont fait avoir 2 fois en négociant et en se faisant bombarder en même temps. Donc voilà. Et là, on est sur sur une divergence avec Israël. Les États-Unis savent que, comment dirais-je, le régime ne va pas tomber dans les semaines qui viennent, on en reparlera. Et les Israéliens, eux, sont favorables à des... Les États-Unis ne veulent pas d'une guerre longue, et les Israéliens, eux, sont favorables à une guerre, en tout cas Benjamin Netanyahou est favorable à une guerre plus longue. On a vu que vous avez évoqué, on l'a bien senti aussi dans les réactions des Iraniens, lorsque Israël a frappé les dépôts de carburant. Beaucoup d'Iraniens, se sont dit, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait. Et donc là, on a, pour revenir à votre sujet sur la perception de l'opinion iranienne, c'est intéressant. J'ai le sentiment qu'il y a un petit sursaut de nationalisme aujourd'hui, dû au fait que la guerre effectivement fait des victimes civiles. Il y a eu l'école, il y a eu le bombardement sur les dépôts de carburant, et donc c'est l'État iranien, qui est visé. Et donc c'est pas comme ça qu'on va gagner les cœurs. Donc le régime va probablement en profiter. C'est un sursis, je dirais, effectivement momentané. Mais et même en Israël, quand on lit la presse israélienne, il y a des questionnements maintenant sur le but de guerre. Ouais. Est-ce qu'on va arriver à renverser ce régime ? Donc on est dans... Est-ce que dans le fond, il y a eu une espèce d'erreur originelle d'appréciation des propos de Donald Trump quand, le 28 février, au moment où a été lancée l'opération Fureur épique, il disait aux Iraniens « L'Amérique vous soutient avec une puissance écrasante lorsque nous aurons terminé. Prenez le contrôle de votre gouvernement. Il vous appartiendra. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations. » Est-ce qu'on s'est trompé collectivement sur ce qu'a dit Donald Trump en réalité ce jour-là ? Il n'a pas dit « Moi, Donald Trump, je vais renverser le régime ». De toute façon, c'est déjà très difficile de comprendre ce que Donald Trump veut dire lui-même. On l'a vu dans les sorties médiatiques de Trump, de Pete Hegseth, de tous les responsables américains depuis le début de la guerre. Les objectifs, ça change toutes les 30 minutes. On a l'impression. Soit c'est pour anéantir le programme balistique, soit c'est pour anéantir le programme nucléaire qui avait déjà été anéanti en juin dernier, soit c'est pour libérer les peuples iraniens. Donc il y a vraiment une incohérence en fait du côté américain et effectivement ça fait perdre un peu tout le monde. Il y a eu un précédent lors de la répression de la révolte populaire au mois de janvier. Donald Trump avait aussi dit aux Iraniens « Allez-y, on vous soutient et on arrive ».
Donc justement, je pense que l'erreur d'appréciation, c'est pas du côté des personnes qui écoutent Donald Trump, c'est le manque de compréhension de Donald Trump lui-même de ce qu'il est en train de faire. Et je pense que si vous lui posez la question aujourd'hui, il va vous donner une réponse. Si un autre journaliste lui pose la question 1 heure plus tard, il va donner une autre réponse. Et effectivement, ça complexifie la donne pour les Iraniens sur place de comprendre ce qui est en train de se passer. On évoque ces jours-ci le fait que Donald Trump ait pu appliquer sur l'Iran la stratégie vénézuélienne, c'est-à-dire décapiter la tête du régime, ou en tout cas celui qui incarnait le régime. On sait qu'en Iran, ce n'est absolument pas le même genre de régime, et on va y revenir. Donc, d'une certaine façon, conserver ce régime en y plaçant quelqu'un qui serait plus ou moins favorable, c'est le cas au Venezuela. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer, Julie. Pas du tout. Et puis, ça donne vraiment l'impression d'un manque de connaissance totale de la structuration de ce qu'est l'Iran aujourd'hui, de ce qu'est la construction politique de la République islamique. C'est absolument impossible d'appliquer le scénario vénézuélien à la République islamique aujourd'hui. Et c'est ce qui désespère un peu les opposants au régime avec lesquels nous sommes en contact. On a pu joindre également avec l'équipe de France 24 qui suit ce dossier iranien un membre du bureau du président Pezeshkian qui voyait 2 scénarios possibles pour l'Iran aujourd'hui. Quelqu'un qui était très opposé à cette guerre et qui disait que en gros, il y avait 2 possibilités. Le moment où les Israéliens et les Américains trouveraient une opportunité pour sortir la tête haute de cette guerre en disant « on a gagné, regardez, on a réduit le programme balistique, on a réduit le programme nucléaire » et qu'il y aura quelqu'un de présentable avec lequel dealer sur place, eh bien, ils sortiront de cette guerre et les Iraniens n'auront rien gagné. Voilà, c'est ce que dit cet homme notamment. Et qui dit qu'il y aura des infrastructures qui auront été détruites. Et donc, voilà, le peuple iranien sera le grand perdant. Je cite cet homme. Ensuite, il y a un deuxième scénario qui est envisagé par cette personne. C'est un scénario où les Israéliens, notamment, iraient beaucoup plus loin et détruiraient considérablement les infrastructures, notamment énergétiques, de l'Iran. Avec ou sans les Américains. Avec ou sans les Américains. Où notamment le régime, les gardiens de la révolution seraient largement affaiblis. Et il dit ça serait un autre scénario dramatique parce que dans ce cas-là, l'appareil sécuritaire iranien se transformerait en une sorte de milice comme le Hezbollah qui sèmerait également la terreur. Dans le premier scénario, cet homme nous dit s'il y a un autre pouvoir en Iran qui est mis en place et qui est satisfaisant mais sans changement de régime réel, eh bien, il faudra dire bonjour à la Corée du Nord en Iran. C'est ces mots que je cite. On voit bien que déjà l'Iran n'est pas un pays bien démocratique, mais en gros, ça veut dire que ça sera encore pire. Georges Malbruno. Oui, je pense que d'abord, les États-Unis, les dirigeants américains se sont illusionnés sur justement à la fois la résilience du régime. C'est un régime qui, au bout de 12 jours, on le sait, est copieusement infiltré, mais qui est capable d'organiser une défense. Lorsque une station de désalinisation est visée sur l'île de Kej, il réplique le lendemain sur le Bahreïn. Donc, on s'était illusionné sur cela. Donc, il est militairement résilient avec une guerre à basse intensité, bien sûr, oui, avec ces drones qui coûtent moins cher. On en parlera parce que le régime iranien, c'est un système, c'est pas un homme. Le guide suprême, c'est le primus inter pares, c'est le premier d'entre les égaux. Mais lorsque le guide suprême est renversé, il y en a un autre, et c'est une direction collégiale. Mais les Américains ne peuvent pas ne pas le savoir. Mais ils ne peuvent pas le savoir, peut-être. Il y a des Américains qui le savent. Le problème, c'est ceux qui sont autour de Donald Trump ne le savent pas. Lorsque vous vous souvenez, lorsque Donald Trump ou Steve Witkoff a dit « Le président ne comprend pas que les Iraniens ne capitulent pas ». Je veux dire, ça fait 29 ans que je vais en Iran, et il y a beaucoup de diplomates américains, même s'ils n'y vont pas depuis 47 ans que la République islamique, savent que le pouvoir iranien ne capitulera pas. Donc, si vous voulez, on est face effectivement à des perceptions qui sont fausses. Ensuite, sur le scénario qui est évoqué, on en parlera sur Mojtaba. Je pense que Mojtaba, c'est pas lui l'important. Mojtaba Ramenei, donc le nouveau guide. Le nouveau guide, c'est un pape de transition. Qui a une cible dans le dos. Qui a une longévité qui est probablement... Qui est déjà blessé d'ailleurs. Réduite, qui est blessé, qu'on n'a pas vu, qui incarne la continuité parce qu'on est en pleine guerre. Mais je pense que la personne qui est au-dessous de lui sera plus intéressante. Et peut-être que ça peut être un scénario comme ça, lorsque Trump dit j'ai quelqu'un, etc. Je crois qu'il faudra suivre, par exemple, les agissements et les réactions d'une personne qui s'appelle Hassan Rouhani, l'ancien président de la République, avec lequel on a signé l'accord nucléaire international de 2015. Voilà, parce que effectivement, mais
Aujourd'hui, on n'est pas dans cette, comme disent les Anglais, dans ce mood-là à Téhéran. Aujourd'hui, c'est la résistance. Khamenei a été tué. Les durs des gardiens sont aux commandes. Mojtaba est un dur. Et donc, les forces sécuritaires sont toujours très présentes. C'est ce que témoignent les gens avec lesquels on est en contact. Dans l'ensemble des 31 provinces de l'Iran. Parce que le système iranien défensif, on appelle ça la défense mosaïque. Il y a une décentralisation extrêmement large de la défense. Vous avez un chef des pasdaran dans chacune des provinces et qui a sous ses ordres d'autres chefs. Et chaque chef a déjà prévu 4, je crois, niveaux de succession. Ce qui fait, lorsqu'on tue Ali, il y a Hossein qui apparaît au-dessous. Et lorsqu'on tue Hossein, il y a un autre Ali qui apparaît au-dessous. Ce qui fait qu'on compare souvent le régime iranien à une hydre, à cette créature mythologique qui a plusieurs têtes. Et dès qu'on en coupe une, la tête repousse. Oui, effectivement. Mais j'aimerais bien faire un petit zoom arrière quand même, parce que là, on est en train de parler dans l'instant. On est en train de parler des 12 jours. On est en train de parler, effectivement, dans le contexte de guerre, en contexte de succession. Et effectivement, c'est très facile à se laisser porter par cette image de la République islamique indéboulonnable, qui est invincible, qui peut résister à tout. Parce que de toute façon, c'est le message qu'il veut faire passer le régime, évidemment. Par contre, ce que moi, je rappelle toujours quand je parle de l'Iran, et je parle du contexte politique et sécuritaire en Iran, c'est que là, il faut regarder un peu en arrière, il faut regarder en fait les contextes, les dernières années, et en fait la tendance, surtout la tendance. Là, la République islamique, depuis bientôt 10 ans, en fait, ça fait partie à une opposition croissante en interne des gens, une partie de la population qui rejette les systèmes et en fait cherche autre chose. Là, ça a commencé fin 2017, donc justement après la réélection de Hassan Rouhani. C'était vraiment le moment de rupture en quelque sorte entre la population iranienne, au moins en grande partie, et le système. Et depuis bientôt 10 ans, la République islamique en fait perd du terrain en interne. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où ce régime, qui a toujours le soutien de, disons, 10 à 15% de la population, voit le reste de la population comme une force ennemie. Mais c'est ce qu'on a vu notamment dans la dernière répression. Donc, c'est surtout le point que je veux dire, c'est que oui, c'est très bien, la défense mosaïque. Évidemment, ils travaillent sur ce régime depuis plus de 20 ans. Ils ont les armes. Les pastarans sont toujours dans la rue. Les bassidjis sont toujours à l'appel. Mais finalement, un régime qui a dû tuer plus de 30 000 personnes dans l'espace d'un week-end il y a 2 mois, on ne peut pas les considérer comme un régime stable. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, que le pouvoir aujourd'hui, vous le disiez, Georges Malbruno, est aux mains a priori des gardiens de la Révolution, qu'il y a, qui représente 200 000 personnes, qu'il y a X centaines de milliers de bassidjis dans les rues de l'Iran. Ils ont les armes, ils en ont fait la démonstration effectivement au mois de janvier. Oui. On voit que les frappes, que les Américains, Trump dit que la guerre est bientôt finie, ils vont peut-être s'arrêter là, les Israéliens peut-être feront différemment. Toujours est-il que le régime, pour l'instant, donne en apparence des gages de ténacité à minima. Je pense qu'on risque de rentrer dans un scénario un peu comme Saddam Hussein en 1990, c'est-à-dire un régime qui pourrait être soumis à un embargo sévère et qui est plus sévère encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Plus sévère encore qu'il ne l'est aujourd'hui et qui va peu à peu, qui est déjà terriblement affaibli. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, je veux dire, certes, l'appareil sécuritaire tient parce qu'il entre guillemets, ils savent faire, mais ils ont 80% d'opposants et si jamais ils ont encore plus de problèmes pour exporter leur pétrole, ça va être compliqué. Donc, voilà, et c'est probablement ce que souhaitent les États-Unis, c'est-à-dire d'avoir en face d'eux un régime qui est considérablement affaibli, qui ne représente plus une menace pour Israël, d'où l'intensification des frappes contre les installations balistiques. Il y a une interrogation à ce niveau-là aujourd'hui, et on l'entend en Iran dans certains cercles proches du pouvoir, c'est que justement, le balistique a été considérablement affaibli, mais c'est le moment aujourd'hui d'avancer vers le nucléaire et de procéder, pourquoi pas, à un test nucléaire. Parce que, effectivement, les investissements considérables qui ont été faits en matière nucléaire par l'Iran, à quoi ça sert ? Le nucléaire sert à se sanctuariser. Là, le régime joue sa survie et il est menacé clairement de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, le débat qu'on voit poindre ces derniers jours en Iran, notamment chez certains parlementaires ou d'autres, c'est dire il faut y aller maintenant. On l'avait déjà vu ce débat à l'été dernier, vous vous souvenez, lorsque Kamal Karazi et d'autres ont dit bon, on n'avait jamais voulu
d'une bombe atomique, il y a la fatwa du guide, mais là, maintenant que nous sommes menacés, il faut envisager. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller de très près, parce que, alors, est-ce que l'Iran en a les moyens? Ils ont encore les 200 kilos d'uranium enrichi dont on ne sait pas trop où ils sont. Et Donald Trump n'a pas écarté l'idée d'envoyer des hommes au sol pour aller le récupérer dans des conditions qui restent assez... Je pense que les Américains et les Israéliens savent effectivement qu'il pourrait y avoir un saut dans l'inconnu côté iranien, en disant, voilà, on avance et on fait un test nucléaire, c'est-à-dire on sort du traité de non-prolifération. Je ne pense pas qu'ils en soient capables à court terme, mais c'est probablement un débat qui a lieu actuellement dans les cercles décisionnaires iraniens. On en revient à la même incompréhension vis-à-vis des buts de guerre qu'on avait déjà l'été dernier, guerre des 12 jours. Qu'est-ce qui a fait que l'été dernier, l'offensive israélo-américaine s'est achevée? Trump l'a arrêté. C'est Trump qui a passé un coup de téléphone. Non, mais c'est une question rhétorique, mais... rebelote en ce moment. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de regarder ça dans la perspective de cette guerre de 12 jours. Moi, j'étais sur place en Israël à ce moment-là, à Tel Aviv, et je vais vous raconter une anecdote. Lorsque Trump a décidé de la fin de la guerre, donc nous étions à Tel Aviv, et Netanyahou n'entendait pas les choses de cette manière-là. Lui, il voulait continuer, aller plus loin. Et c'était pas très clair, d'ailleurs, sur cette fin de guerre, quel était son but. Il parlait du balistique, il parlait du nucléaire, mais... Dans le cercle de Netanyahou, on parlait également d'un renversement possible du régime, ce que Trump ne souhaitait pas. Et le jour de la fin de la guerre, on était avec Catherine Norris-Trent sur le toit de notre hôtel, on a vu les avions israéliens se diriger vers l'Iran. Trump, très en colère, qui notamment publie sur ses réseaux sociaux qu'il a appelé Bibi et qu'il n'est pas d'accord, et les avions revenir dans l'autre sens, et les Israéliens qui avaient un but bien précis de cible sur place ont finalement frappé qu'un seul radar. Donc ce qui sera intéressant d'observer là, maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer si les Américains décident qu'en effet, ils se contenteront d'un nouveau dirigeant sans changement de régime. Est-ce que les Israéliens s'arrêteront également, sachant qu'ils sont partis cette fois-ci en guerre ensemble? Voilà, c'est toutes ces questions qui... Là-dessus, Pemana Bouzboudet. Justement, on a déjà la réponse. On sait qu'Israël ne va pas s'arrêter. Là, on a des exemples. On va les briser jusqu'aux os, a dit hier le Premier ministre. Tout à fait. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou, il a renvoyé encore le même message qu'au début de la guerre. Il a appelé au peuple iranien de se préparer en quelque sorte à un prochain soulèvement. Mais lui, il a une constance que le président américain n'a pas. Parce que Benjamin Netanyahou, parce qu'il a l'opinion publique que n'a pas... Mais juste pour terminer là-dessus, en fait, on a d'autres exemples dans la région qui nous montrent en fait comment Israël va gérer cette situation. On a l'exemple de la Syrie. L'Israël a mené des années de frappes contre des cibles de Hezbollah, des Pasdaran en Syrie, parce que Israël contrôlait l'espace aérien syrien. Et en Iran, aujourd'hui, c'est pareil. La République islamique ne contrôle pas son propre espace aérien. Donc ça donne à Israël la marge de manœuvre de mener des frappes pendant des mois, pendant des années, si besoin. De toute façon, eux, ils vont affaiblir, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si c'est dans une semaine, Netanyahou, tant qu'il est au pouvoir, tant qu'il est à la manette, je pense qu'il va se servir de cette situation pour affaiblir de plus en plus ce régime jusqu'au moment où, en fait, il estime qu'il a vraiment gagné. Et pour lui, la victoire, c'est que ce régime n'existe plus. Oui, vous avez raison, mais dans la dernière déclaration de Netanyahou, il y a une petite nuance dans ses propos qui est intéressante. Il dit, in fine, ce sera au peuple iranien. Bien sûr. Donc, et là, il rejoint un petit peu ce que disait Donald Trump le 28 février. Oui, mais j'ai l'impression que là, il commence, parce qu'autour de lui, on lui dit, Monsieur le Premier ministre, le régime ne va pas tomber. Donc, en disant in fine, et il ne va pas tomber parce que nous serons incapables de le faire tomber. Donc j'ai l'impression qu'il introduit une nuance de dire, nous, finalement, on a fait un peu le job, à vous maintenant. Sauf qu'il sait très bien que les Iraniens seuls ne peuvent pas faire tomber le régime. Précisément... Et si on essaie d'explorer la façon réaliste dont ce régime iranien pourrait tomber, tout ça étant très théorique. On a vu que l'opposition, qui est grandissante en Iran, vous l'avez rappelé, a tenté à de nombreuses reprises ces dernières années et qu'elle a été réprimée dans le sang. Les frappes, c'est pas qu'elles n'y arrivent pas par essence, mais c'est que visiblement la stratégie américaine va être effectivement de s'arrêter à un moment donné. Question sur les gardiens de la révolution. Ce qu'a montré ces 12 derniers jours, ou en tout cas le 28 février, le moment où le clan Ramenei et nombre de têtes pensantes du régime ont été décapitées, c'est qu'il y a une infiltration des renseignements israéliens, américains très forte. Est-ce que ça n'a pas créé des dissensions à la tête de la République islamique qui pourraient, là, faire basculer des choses ? Justement, je pense que ça, c'est un point très important à rappeler. Et là encore, je parlais des tendances tout à l'heure. Donc là, en janvier, on a vu un régime qui était quand même très solide, donc très faible sur le plan économique.
un pays qui se trouve en pleine crise sociale, économique, environnementale sur tous les fronts, mais où l'appareil sécuritaire reste Très soudé, cohésif. Par contre, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que mine de rien, nous, on a l'impression que la guerre va mal parce qu'effectivement, le régime n'est pas tombé. Mais il ne faut pas oublier que de toute façon, chacune de ces frappes, c'est une caserne, c'est une base, c'est des munitions, c'est des équipements. Et de toute façon, les Pasdaran et le Basij, ils ont besoin de tous ces équipements et ces munitions et ces casernes et ces infrastructures de répression justement pour mater les révoltes. Et on a vu à chaque fois, en 2017, en 2019, en 2022, en 2026, à chaque fois, en fait, les soulèvements, ça prend de l'ampleur. Donc, la dernière fois, en juin 2025, on a vu une guerre qui a probablement écarté, en fait, le soulèvement de janvier par quelques mois. Nous, analystes, moi, personnellement, je prévoyais un soulèvement en 2025 parce qu'il y a un rythme de 2 ou 3 ans. Et après, avec la guerre, je pense que la République islamique s'est racheté un peu de temps. Mais finalement, avec la crise économique, c'était inéluctable. Ça allait venir. Donc on est dans un cycle, vous dites guerre, mouvement de révolte, guerre, mouvement de révolte. On a entamé le début de la fin, c'est ça? Et un peu plus affaibli. C'est ça. Ouais. Pour moi déjà, avant la mort d'Ali Khamenei, on était dans une situation de fin de règne, avec une issue incertaine. Là, effectivement, je pense qu'au sein des Pasdaran, il y a au moins une partie des Pasdaran... Les Pasdaran étant les gardiens. Les gardiens de la révolution, pardon. Les séparts, comme on dit en persan. Qui regardent la situation, qui regardent ses intérêts économiques, parce que, en fait, cette force contrôle la moitié de l'économie iranienne, qui se dit, à un moment donné, on va devoir changer de peau si on veut rester en place. Et C'est-à-dire changer de peau. Les analystes de l'Iran, il y a des analystes de l'Iran qui travaillent dessus depuis 10-20 ans, qui disent, finalement, ce régime théocratique va finir en junte militaire, un peu comme en Chine, où finalement, en fait, ou au Pakistan, justement. Donc, ça va être l'État profond militaire qui tire les ficelles en coulisses, mais il y aura une façade civile, par exemple. Et donc, là, déjà, si on débarque dans 2 ou 3 ans, après, j'en sais rien, je suppose, sur un régime qui est plus laïque, qui n'a plus forcément la façade théocratique, où il y a toujours les gardiens derrière les rideaux, mais qui, par exemple, a trouvé une accommodation avec Israël et les États-Unis. Bon, déjà, je pense pour la population iranienne, ce ne sera pas ce qui est voulu, ce ne sera pas la démocratie à laquelle ils espèrent, mais déjà, ce serait un pas en avant. Mais on voit d'ailleurs, et dans le scénario que vous décrivez, qui est un scénario qu'on répète, effectivement, la militarisation, Mojtaba est une marionnette. C'est pas lui. En plus, aujourd'hui, il est blessé, il est affaibli. Ceux qui dirigent et ceux qui contrôlent, ce sont les gardiens de la révolution et qui font la guerre. Pour revenir à votre question, comment est-ce que le régime peut tomber? Il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue. Il faut que ça dure longtemps. Il faut qu'il y ait des craquements au sein de la structure répressive. Qu'on n'a pas vu à ce jour. Qu'on n'a pas vu à ce jour. Et il faut qu'il y ait une opposition crédible. Donc, si vous voulez, moi, c'est ce que je dis depuis le début, parce que c'est ce qu'on constate. En 2009, j'étais à Téhéran, il y avait quand même 2 millions de personnes dans l'avenue de la Révolution. Et des leaders. Et des leaders. À chaque fois, il manque un ingrédient. À chaque fois, il manque un ingrédient. Mais, c'est-à-dire, en 2009, il n'y avait pas d'ingrédient. Là, il y en a quand même 2. Et donc, je pense que, comme vous l'avez dit, on va rentrer dans un processus, probablement à court terme, le régime va réussir à sauver sa peau, va être considérablement affaibli, probablement continuer d'être frappé, et qu'à un moment ou à un autre, effectivement, il pourrait y avoir de nouveau des gens qui sortent dans la rue. En plus, il n'y a aucune réponse à apporter économiquement ni politiquement à la demande massive des Iraniens. Oui, d'ailleurs, on rappelle que la révolte populaire, Julie, du mois de janvier a commencé dans le bazar de Téhéran. Traditionnellement, ce n'est pas un endroit... les gens qui ont manifesté au départ ne sont pas des opposants du régime, ils ont manifesté parce que la vie est insupportable. Parce que les coûts de la vie étaient intenables, parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre, ils n'arrivaient pas à vivre tout simplement. Et donc ça part d'une manifestation dans le bazar de Téhéran, ça s'étend aux universités et petit à petit ça gagne la population. Et là, c'est pas pour rien qu'on a appelé notre documentaire La révolte massacrée. C'est un véritable massacre qui a lieu dans les rues avec des armes de guerre. Raison pour laquelle lorsque les différents dirigeants internationaux, notamment Trump ou Netanyahou, appellent la population à descendre dans la rue, sachant ce qui s'est passé
sachant les déclarations passées avec Trump qui dit « Help is on the way », l'aide est en route, les gens n'ont plus vraiment confiance non plus. Ils ont vu un frère, un père, une sœur se faire massacrer à l'arme lourde. Donc voilà, c'est quand même pas simple de s'imaginer la population iranienne redescendre dans la rue. J'en reviens quand même à la ténacité apparente des gardiens de la Révolution et au coup que le 28 février a pu porter quand même à la tête de la République islamique. Il y a forcément des traîtres dans cette histoire, sinon on n'aurait pas réussi à décimer à ce point tant de responsables. Est-ce que ce n'est pas un coup, alors pas forcément fatal, mais quand même très fort, porté à cette République islamique. Il doit y avoir quand même des règlements de compte en ce moment. On parle de ce général qui a survécu à X... Ismaël Rouhani, oui. Voilà, qui a survécu à X campagnes israéliennes. Ça fait quand même du mal à un régime comme ça. Oui, c'est le paradoxe, c'est qu'ils sont massivement infiltrés et ils arrivent à organiser une défense. Cela étant... le système de renseignement iranien est sophistiqué à un point il faut leur faire confiance, hélas, pour juguler les tentatives d'infiltration et en tout cas de répression sur tout ça. Et donc, oui, il y a beaucoup de traîtres, il y a beaucoup de traîtres, et il y en aura probablement de plus en plus, parce que plus le régime va s'affaiblir et plus susciter des mécontents, plus ce sera facile pour les Israéliens et les Américains de trouver des collaborateurs. Mais il faut jamais sous-estimer, et moi je pourrais y être allé depuis 30 ans, cette capacité comment dirais-je, d'infiltrer aussi de leur côté, de réprimer avec de l'équipement, des écoutes, etc. Ce qui fait qu'ils arrivent toujours depuis quand même 2009, que la rue est quand même massivement, est sortie justement de son silence, à en venir à bout. Donc, d'autant que, à la différence, vous évoquiez l'Irak tout à l'heure ou de la Syrie, ce régime de la République islamique s'est construit, on l'a dit rapidement, de façon à faire face à ce jour dont il savait qu'il allait arriver. C'est ainsi qu'il s'est lui-même pensé. Là, on peut peut-être dire quelques mots de la composition de ce régime. Le guide suprême actuel, marionnette, vous disiez, Georges Malbrunot, avec une cible dans le dos déjà donnée par les Israéliens. D'ailleurs, on ne l'a pas vu depuis que l'intégralité de sa famille a été décimée. Alors, il a été blessé. Le fils de Pezeshkian, de l'actuel président, dit qu'il va bien. On va d'ailleurs voir quelques images de lui. On en parle juste après. Son visage s'affiche en grand dans les rues de Téhéran, aux côtés de celui de son père. Symbole d'une passation, au cœur de nombreuses rumeurs. Car Mojtaba Khamenei n'est plus apparu en public depuis le 28 février, jour de la mort de son père, de sa mère, de son épouse et d'une grande partie de sa famille dans une frappe israélo-américaine. Une frappe dans laquelle il aurait lui-même été blessé, comme l'affirme le New York Times, dans un article faisant référence à des propos tenus par des officiels iraniens. Cette déclaration du 9 mars à la télévision d'État iranienne semble, elle aussi, confirmer cette piste. Son éminence l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei est aujourd'hui l'héritier du sang de son père martyr, de sa mère martyre, de sa sœur martyre et de son épouse martyre. Lui qui est un vétéran blessé de la guerre du Ramadan, il est l'héritier de la voix des martyrs fiers et inébranlables de cette terre, ainsi que l'héritier des grands sages de la terre d'Iran. Le fils du président Massoud Pezeshkian, également conseiller du gouvernement, s'est brièvement exprimé sur le sujet. J'ai entendu dire que Mojtaba avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui étaient en contact. Ils ont dit, par la grâce de Dieu, ils sont en sécurité, il n'y a aucun problème. Depuis plusieurs jours, le nouveau chef spirituel des Iraniens est censé prendre la parole. Une allocution qui pourrait avoir été repoussée pour des raisons de sécurité. Car l'homme le plus recherché au monde ne tiendra pas longtemps, selon les mots de Donald Trump. En attendant d'apparaître publiquement, c'est sur papier glacé que le nouveau guide suprême s'affiche dans les rues iraniennes. Sur papier glacé, avec des images, on le sait, largement retravaillées par l'intelligence artificielle. Un guide suprême qui a une cible dans le dos, un président iranien dont on sait qu'il n'a aucune... Totalement marginalisé. Voilà, marginalisé. Qui a le pouvoir aujourd'hui ? Qui mène cette guerre
Donc, le condoléant. il y a 2-3 personnalités du système qui ont vraiment pris le devant. Donc, déjà, il y a Ali Larijani, qui Le secrétaire préside... du Conseil suprême de sécurité nationale. Tout à fait. Qui, et ça c'est très intéressant, jusqu'à quelques mois avait été écarté des cercles de pouvoir. C'est l'ancien président du Parlement, c'est un conseiller proche de Ali Khamenei, mais on n'a entendu plus parler d'Ali Larijani pendant quelques années. Et tout d'un coup, avec la crise de 2025 et la guerre de 12 jours, il est revenu dans l'appareil d'État. Du côté militaire... Il est sur quelle ligne, lui, Larijani? Il est sur une ligne dure. Donc, globalement, par le passé, Larijani était considéré comme un conservateur pragmatiste. Je dis ça, c'est quand même Ali Larijani qui est reconnu. Ça veut dire quoi, un conservateur pragmatique? Donc, dans l'appareil de la République islamique, il y avait les réformateurs qui sont aujourd'hui totalement marginalisés et affaiblis. Il y avait les pragmatistes, comme on dit. Hassan Rouhani rentre un peu dans ce camp pragmatiste, proche de l'ancien président Hashemi Rafsanjani, qui est mort dans des circonstances un peu suspectes il y a quelques années. Et il y avait des gens plus à droite, disons, de ce camp pragmatiste, comme Larijani et ses frères. Après, il y a la ligne dure, donc vraiment les hardliners, comme on dit. Après, j'ai dit ça sur Ali Larijani, mais c'est quand même Larijani qui a commandé en fait la répression massive de janvier. C'est lui qui était à la manette lors de la répression de cette révolte. Donc ça, c'est le plan civil. Sur le plan militaire, il y a Mohamed Borel Ghalibaf, donc le successeur de Larijani au Parlement, mais un ancien général des gardiens, et qui est toujours très influent. Donc globalement, dans ces vides de pouvoir après la mort d'Ali Khamenei, globalement, il y avait sur le papier ce conseil par intérim de Pezeshkian, de Mohsen Ejei, donc le chef de la justice, de Orafi, qui est un ayatollah qui était un peu proche de Khamenei. En réalité, c'était Larijani et Ghalibaf, selon les estimations, qui étaient vraiment aux manettes. Est-ce que, si on part à nouveau, on essaie de creuser des hypothèses sur le fait qu'il y a donc cette façade théocratique, donc ce Mojtaba, le fils de Khamenei, dont on comprend qu'il est un peu une marionnette, des gardiens en réalité au pouvoir, est-ce qu'il y a une personnalité qui pourrait vaguement convenir à Donald Trump, disons, et qui pourrait faire le job dans l'hypothèse où les États-Unis arrêteraient cette guerre? Il dirait, bon, voilà. On évoque, moi je l'ai évoqué en janvier, la personnalité d'Hassan Rouhani, ancien président, qui est un pragmatique, modéré, mais quelqu'un du système, qui a notamment une très bonne connaissance de tous ces aspects sécuritaires, mais avec lequel on peut négocier. On a négocié l'accord de 2015. Que les États-Unis ont quitté. Que les États-Unis ont quitté après l'avoir signé, alors que l'Iran le respectait. Et on sait qu'en janvier, Hassan Rouhani avait justement, il a fait des discours très intéressants. Moi, j'en discutais avec des opposants, il me dit, on signe tout de suite. Quand il disait, il ne faut pas des réformes, etc. Il faut un changement. Donc, effectivement, il peut incarner cette transition à l'intérieur. Mais le problème, c'est que Rouhani n'est pas bien vu par les gardiens, parce que lorsqu'il était président, il a voulu réduire leur emprise, en particulier sur l'économie. Et détesté même. Il est détesté. Donc, si vous voulez... Oui, attention au mot, pragmatique en Iran ne voulant pas dire démocrate. Hein, non, pas démocrate, mais enfin, démocrate au Moyen-Orient, vous savez, j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, il y a les personnes... Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui sont à la barre, c'est comme vous l'avez dit, c'est derrière cette double casquette de Larijani et de Ghalibaf, c'est les gardiens de la révolution. Est-ce que demain, il pourrait... il y a plein de gardiens de la révolution qui sont effectivement pragmatiques, qui ont leurs enfants, leurs filles qui portent pas forcément le voile, qui vont passer le week-end à Dubaï, qui ont envie de sauver leur peau et leurs assets financiers. Simplement, aujourd'hui, dans le temps de la guerre, c'est pas eux qui sont aux commandes et qui ont leur mot à dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de reprendre les mots de Donald Trump. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, une journaliste l'interroge sur y a-t-il des gens que vous pouvez envisager, avec qui vous pouvez discuter? Donc il dit les premiers sont morts. Il y avait des gens que j'envisageais, en fait, on les a tués aussi, comme s'ils semblaient le découvrir. Et puis, donc, il faut qu'on essaie de trouver une troisième voie. Et lorsqu'on l'interroge notamment sur ce nom qui revient sans cesse de Reza Pahlavi, le fils du Shah, il indique qu'il a l'air gentil, qu'il a l'air bien, mais que de toute façon, il n'est pas en Iran depuis X années. Et que donc, ce n'est pas vraiment une personne qui voit comme une personnalité, qui préférait quelqu'un en interne. L'hypothèse Reza Pahlavi a fait long feu? Justement, j'ai 2-3 mots à dire là-dessus. Donc là, on a beaucoup parlé du 80%, disons, de la population iranienne opposante au régime.
On a dit qu'ils ont été massacrés en janvier, mais on a peu parlé justement de que veulent ces gens-là, parce que, bon, vous avez dit vous-même, il y a peu de démocrates au Moyen-Orient, mais Oui, en aucune Iran... des hypothèses qu'on a évoquées jusqu'ici ne convient aux Iraniens. Tout à fait. Après, la c'est population très civile. disparate. La population iranienne, c'est 90 millions d'habitants, donc c'est justement- compliqué de parler d'une seule voix. Mais là, il faut quand même voir des évolutions, là où il y en a. Donc, on parle déjà d'une société civile qui, malgré toute la répression, malgré des décennies de pression de la part, justement, de l'appareil sécuritaire, reste robuste et reste combattant. Donc, là, il y en a plein, des militants, des éventuels leaders en prison, qui pourraient effectivement, dans un contexte un peu différent, si jamais, par exemple, au Venezuela, là où Trump est arrivé à son scénario rêvé avec Il y a eu faits, des libérations d'opposants. il y a eu des politiques, libérations, effectivement. et donc ça change un peu la donne sur le terrain. Et après, en parlant de Reza Pahlavi, effectivement, Donald Trump, évidemment, ne le prend pas au sérieux, il a refusé de le rencontrer, mais il faut quand même avouer qu'il y avait, on l'a vu, des millions de personnes dans la rue en janvier qui scandaient son nom. Donc là... À défaut peut-être d'autre chose. Oui. également. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de commentaires à faire sur les choix stratégiques de M. Pahlavi, comment il s'est aligné avec Israël, comment il a cherché à tout prix vraiment d'avoir cet adoubement des États-Unis qui finalement n'est pas venu, le fait de ne pas avoir vraiment une organisation sur le terrain. Il y a beaucoup de points faibles. D'ailleurs, on l'a pas entendu tant que ça, hein, ces 12 derniers jours, Reza. Mais Il il est moins écouté. Il a parlé il y a quelques heures. Oui. Mais juste un dernier point, je veux dire que de toute façon, si nous disons que c'est 20%, 25% de la population, soyons assumants, qui soutiennent en fait cette personnalité politique, finalement, ça peut jouer pour beaucoup. Donc moi, je ne veux pas dire que c'est la seule voix. Il y en a beaucoup qui disent c'est la seule voix des Iraniens. Je pense que ça, c'est vraiment remettre en question la diversité quand même de la société civile. ouais. Mais il parle pour une bonne partie de la population. Il faut pas l'ignorer. Justement, à propos de la diversité de ce peuple iranien, un mot des Kurdes. C'est une vieille stratégie israélienne que de tenter de jouer sur cette diversité ethnique iranienne. Et on sait ce qui se passe en ce moment du côté du Kurdistan irakien. On sait que l'opposition kurde iranienne est à la fois très remontée, à la fois pas d'une capacité à ce jour très forte. Est-ce que vous croyez que ce scénario-là peut, si on continue d'explorer les différentes hypothèses et ce millefeuille qui pourrait permettre peut-être à terme de déboulonner le régime, est-ce qu'une rébellion qui serait plus armée, kurde notamment, pourrait faire quelque chose? En tout cas, ça me semble plus être l'option américaine. Donald Trump s'est montré extrêmement sceptique, je pense à juste titre. En revanche, les Israéliens, on connaît leurs liens avec les Kurdes, y compris les Kurdes à Erbil depuis très longtemps, favorise ça, effectivement. Ensuite, c'est un discours sécessionniste qui ne correspond pas justement avec je dirais, l'identité nationaliste iranienne forte. Lorsque les Iraniens entendent que les Kurdes veulent en profiter pour faire sécession, peut-être les Baloutches, etc., même si Pahlavi a eu des propos relativement nouveaux à leur égard, je crois que c'est une solution par défaut aussi. Et en revanche, que les Kurdes iraniens rêvent, aidés par Israël, de copier le modèle de ce que les Kurdes irakiens ont obtenu à partir de 90. Vous vous souvenez, l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, répression des Kurdes, instauration d'une zone d'exclusion aérienne. Oui, mais là, je pense qu'on est dans un scénario de fiction. Et encore une fois, je vois pas les États-Unis jouer cette carte-là à court terme. Julie? La semaine dernière, lorsque la question a été posée de savoir si les Kurdes allaient, en effet, il y avait même une rumeur comme quoi ils étaient déjà entrés sur le territoire iranien. Donc on a pris accroche avec nos sources sur place, qui avaient été en effet contactés par les services américains, etc. Et qui étaient vraiment... Voilà, ils n'étaient pas très convaincus d'y aller pour deux raisons. D'une part, manque d'armes, d'autre part, manque d'hommes, et puis un manque de confiance aussi. Ils avaient vraiment l'impression que, vu tout ce qui s'était passé ces derniers mois pour les Kurdes, peut-on vraiment faire confiance aux Américains? Oui, précédent syrien notamment. On arrive au terme de cette émission. Si on essaie de conclure, ramasser tout ce qu'on a dit depuis 3 quarts d'heure, est-ce que vous convenez tous les trois qu'il y a une fin de régime en vue, un début de la fin, mais combien de temps durera le processus?
Moi, je suis toujours sur le moyen terme. Donc, moi, j'ai dit, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les autres invités, que dans les semaines à venir, je ne pense pas qu'on va voir un écroulement soudain. Mais dans les mois à venir, Pas de scénario syrien. Justement, parce qu'il n'y a pas de force comme Ahmed al-Shara et Hayat Tahrir al-Sham pour prendre le pouvoir de la même manière. Mais dans les mois et les années et les 2 ou 3 ans à venir, justement, sans issue économique, le régime va être obligé de changer de chemin s'il veut survivre. Georges Malbruno. Oui, je pense que la République islamique, telle qu'on l'a connue de 1979 jusqu'à maintenant, a vécu. On voit bien d'ailleurs avec Mojtaba Khamenei, qui est un guide, je dirais presque en carton. Voilà. Est-ce qu'elle sera capable d'enfanter une transition qui lui permette, comme vous l'avez dit, de survivre tout en moins de turbans et un peu plus de fépas et de gardiens de la révolution, ou est-ce que mais ce qui est sûr, c'est que le régime sera considérablement affaibli et qu'économiquement, tôt ou tard, de toute façon, c'est pour ça qu'ils demandent d'ailleurs, c'est une obsession, ils ont raison, la levée des sanctions. Donc c'est un régime qui est en sursis. Julie, d'un mot, en attendant, pour les Iraniens, c'est retour sous cloche, plus d'internet, une espèce de confinement forcé sous les bombes, c'est ça. Hein. Oui, et une grande inquiétude évidemment sur l'issue. Certaines personnes ont tellement besoin d'être connectées au monde qu'ils font des kilomètres pour se connecter à la frontière turque pour essayer d'avoir un minimum d'informations. Donc évidemment, c'est un peu les grands oubliés de toutes ces grandes discussions et de cette guerre. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Julie Dangelov, Iran, la révolte massacrée, à revoir sur le site internet de France 24. Georges Malbruno, on vous lit dans le Figaro, on vous entend sur France Info, notamment. Raymond Azmoudé, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Une émission à revoir en replay, réécouter un podcast. On se retrouve dans un quart d'heure.